Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, puisqu'avec ce retour de la Ligue des Champions, on a eu une prestation de haut vol du Real Madrid, un match parfaitement maîtrisé, contrôlé, et un grand pas fait vers l'accession en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors c'est pas spécifiquement ça qui me rend heureux, on va dire je suis neutre sur cet affrontement, j'ai pas de parti pris pour le Real ou pour Liverpool, mais simplement un grand match des Madrilènes, beaucoup de choses à en dire, une vraie richesse dans la production des deux côtés du terrain, ou en tout cas on va dire avec et sans ballon. Donc voilà, plein de choses à dire, ça va être cool. La segmentation de la vidéo était assez simple à trouver finalement. Qu'est-ce que Liverpool a raté d'abord? Qu'est-ce que le Real Madrid a réussi ensuite? Les deux parties qui ont vocation à être aussi riches l'une que l'autre, parce que c'était vraiment un match quasiment à sens unique. Alors on commence par Liverpool. Sur les ratés, je vais faire une distinction entre la phase défensive et la phase offensive. Sur la production défensive, vraiment, je pense qu'il y a deux choses qui ressortent principalement. D'abord, beaucoup trop de laxisme dans le cadrage de Kroos et Modric, peut-être surtout Toni Kroos qui a fait un très grand match. Contre l'Atalanta, on avait eu une vraie maîtrise de l'entrejeu du Real Madrid, on va y revenir en fin de vidéo. Elle était surtout du fait de la prestation de haut vol de Luka Modric qui avait été incroyable. Là, c'est plus Toni Kroos qu'on a retrouvé vraiment très bon dans le contrôle et puis même dans les gestes de différence, dans les ouvertures d'espace via ces longues diagonales, ces longues ouvertures. Le circuit le plus évident à souligner, c'est bien sûr celui qui amène au premier but, cette longue transversale, cette longue ouverture en mode quarterback pour Vinicius qui ouvre le score 1-0. Donc ça a été bien sûr un très gros point fort du Real Madrid qui n'a pas été assez bien contré par Liverpool. Sur le début de match, on a eu un petit peu plus de pressing, mais rapidement, Liverpool est repassé sur un bloc médian, assez peu, on va dire, actif, qui laissait beaucoup d'espace à ce tandem. Et ça semblait être un parti pris assez risqué, qui est effectivement devenu une vraie erreur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, je dirais que même si l'approche défensive collective n'était pas à la hauteur, tu peux pas faire grand chose non plus quand il y a tant de déficiences individuelles. Et alors c'est ça qui est assez intéressant je pense avec le secteur défensif, c'est que on n'est pas sur un secteur de volume. En soi c'est un peu comme le poste de gardien de but, un gardien qui ferait 5 arrêts miraculeux, 5 arrêts prodigieux, mais 2 boulettes dans une rencontre, ça reste un très mauvais match. Voilà, là tu peux pas dire que Nat Phillips a compensé ses lacunes et la fragilité dans son dos, notamment sur ses longs ballons. On peut pas dire qu'il l'ait compensé par pourtant plusieurs tirs bloqués, plusieurs stops dans la surface bien sentis. C'est vrai qu'il y a ces bonnes actions, mais elles ne compensent pas le reste. Pareil pour Ozan Kabak d'ailleurs, qui a plutôt bien accompagné certaines courses, qui a été difficile à dribbler, mais en même temps, il y a aussi des erreurs de relance flagrantes, une notamment qui aurait pu amener un but. Il y a ce tacle non maîtrisé sur Karim Benzema, on en a peu parlé finalement, mais bon, moi je regardais un stream anglais, ils sont pas trop revenus dessus, peut-être que c'était différent sur une autre réalisation, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Pour autant, je pense qu'on n'est pas loin du penalty. Donc en tout cas, tout ça pour dire une erreur flagrante d'Ozan Kabak. Et puis bien sûr, quand on parle de grosses déficiences, il y a sans doute celle de Trent Alexander-Arnold sur le deuxième but, celui de Marco Asensio, et il y a également, je pense, sur le troisième but, Alisson qui n'est pas exempt de tout reproche, qui se détend pas assez bien, alors il est un peu masqué, mais voilà, tout ça pour dire qu'au-delà du laxisme sur l'attitude sans ballon, au-delà du fait d'avoir laissé trop d'espace à ce tandem Kroos-Modric, il y a eu aussi des lacunes individuelles qui ont coûté cher. Donc tout ça c'est sur le volet défensif. Sur la production offensive maintenant, il y a aussi deux choses principalement, je dirais une trop faible résistance à la pression, ça a pris beaucoup de forme, mais globalement le Real Madrid était régulièrement assez haut. Par exemple sur les 6 mètres, comme on peut le voir sur cette image, le Real Madrid présentait un bloc très haut, très actif, du marquage individuel notamment, il me semble, de Toni Kroos sur Fabinho, de Luka Modric peut-être sur Naby Keita ou Wijnaldum en tout cas. Voilà, beaucoup de pression, difficile de s'en sortir pour Liverpool qui n'a pas mis les ingrédients pour le faire. Alors c'était assez intéressant sur BT Sport que je regardais, en gros Jürgen Klopp en avant-match avait donné une petite interview où il expliquait le choix Naby Keita qui était assez original. On s'attendait pour la plupart d'entre nous à Thiago Alcantara, ça a été Naby Keita, il l'expliquait de la manière suivante, avec le marquage individuel au milieu de terrain du Real Madrid, avec le pressing assez fort constaté notamment contre l'Atalanta, il voulait un profil un petit peu plus dribbleur pour se sortir de la pression. Ça n'a pas marché, Naby Keita sort d'ailleurs à la 41e minute, visiblement ça n'a pas été couronné de succès, et effectivement sur les dribbles, à part une percée assez intéressante mais dans la moitié de terrain adverse déjà, alors que Liverpool était relativement bien installé,
on n'a pas vu Naby Keita assez dans ce registre, et on n'a généralement pas vu Liverpool proposer assez, créer assez de décalage sur la phase de construction. Quand un autre type de solution a été mobilisé, c'est-à-dire le jeu long, il n'a pas été assez efficace. Beaucoup de transversales qui sont allées directement en touche, si vous vous souvenez, sur la première période, que ce soit Trent Alexander-Arnold, que ce soit Nat Phillips, Ozan Kabak, beaucoup de jeux longs qui n'a pas abouti et qui n'étaient pas assez précis. Donc ça, c'est sur le premier volet de ce second volet, c'est sur la résistance à la pression qui a coûté très cher à Liverpool sur la phase offensive, qui leur a pas permis d'approcher la surface adverse. Et puis ensuite, voilà, je dirais peut-être un niveau d'intensité générale insuffisant. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que peut-être que Liverpool a beaucoup couru, peut-être qu'il y a eu des sprints, mais avec ballon, on n'a pas senti assez de mouvement, de déplacement. Je ne sais pas si c'est une question des receveurs qui ne faisaient pas les bons appels, peut-être du coup une question de disponibilité, mais peut-être aussi qu'il y a une faute à mettre, qu'il y a une culpabilité à porter, non pas pour les receveurs, mais pour les porteurs qui, à mon sens, ont manqué de courage. Alors ça peut prendre plusieurs formes, mais on va dire pas assez de percussion, de dribble, mais aussi sur les contrôles, un peu trop souvent dos au jeu, pas assez de contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu, avec peut-être la peur d'avoir un joueur adverse, un défenseur qui presse derrière. Voilà, j'ai trouvé à la fois au niveau des receveurs et des porteurs, pas assez d'intensité, de courage, de déplacement. Tout ça a fait que la production offensive globale de Liverpool, au-delà même du fait de se sortir de la pression, a été catastrophique sur la première période, aucun tir, sans doute la pire première période de l'ère Jurgen Klopp, comme on l'a dit, 0 tir. En seconde, ça va un petit peu mieux, il y a 7 tentatives à 6 pour Liverpool, il y a un petit peu plus de possession, ça c'était déjà le cas en première période, donc ça va un petit peu mieux sur le volume en seconde, mais contre le Real, contre ce Real Madrid, et en quart de finale de Ligue des Champions, tu peux pas te satisfaire de 45 minutes qui sont tout juste bonnes. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la déficience globale de ce Liverpool. Alors le Real Madrid maintenant, qu'est-ce que le Real a bien fait sur cette partie? Beaucoup de choses évidemment, mais peut-être que c'est encore plus simple à souligner, peut-être qu'il y a, on va dire, il y a un concept phare à mettre et il irrigue un petit peu tous les autres, c'est que le Real Madrid a su exploiter la fragilité adverse tout en protégeant sa propre vulnérabilité. Quand on imaginait l'avant-rencontre, en gros on mettait le doigt sur une chose, c'est la faiblesse des charnières centrales des deux côtés. Ramos et Varane qui étaient forfaits pour ce match contre Liverpool, Varane au dernier moment, donc tes deux titulaires, et puis bien sûr du côté de Liverpool, non seulement Van Dijk, non seulement Gomez, mais aussi Matip. Du coup, cette charnière Nat Phillips, Ozan Kabak versus Nacho Militao, bon Nacho c'est pas si mal que ça, mais voilà, on n'est pas sur les titulaires, donc il y avait une question de protection de son axe et de sa charnière. Comment est-ce que le Real Madrid a fait pour tirer parti de cette situation? En réalité, en misant sur un circuit assez rudimentaire mais extrêmement efficace, celui qu'on a illustré tout à l'heure, Kroos pour Vinicius dans la profondeur ou Kroos pour Asensio, en gros, pas mal de jeux longs dans le dos d'une charnière qui a beaucoup de mal à protéger l'espace dans son dos, et encore plus de mal à protéger l'espace dans son dos quand les ballons sont aériens, quand le jeu est aérien. C'est déjà quelque chose qu'on avait souligné par le passé, à l'image de ce raté d'Ozan Kabak contre Leicester qui coûtera très cher à Liverpool, but de Jamie Vardy dans la foulée. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement face à des centraux qui ont peut-être pas beaucoup de mobilité, qui n'ont pas nécessairement la meilleure capacité de positionnement, de lecture de l'espace. Le Real Madrid a su mettre le doigt là où ça faisait mal, sur ce point faible très spécifiquement, et ça c'est à mettre à leur crédit, tout en réussissant à se protéger derrière, tout en réussissant à exposer le moins possible cette charnière centrale. Alors ça a pris plusieurs formes, c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on rentre dans les petits sous-concepts. Le premier, ça a été un pressing haut sur le terrain qui a finalement empêché une bonne partie du match de se dérouler dans cette zone qui était crainte, redoutée, dans sa moitié de terrain et a fortiori dans l'axe de sa moitié de terrain. Donc ce pressing est très efficace, un contrôle de la partie dans l'entrejeu, à la fois sans ballon par les mouvements de Toni Kroos, de Luka Modric et de Casemiro, mais aussi avec ballon, avec beaucoup de contrôle, de résistance à la pression. Voilà, cet entrejeu, il réussit à endormir la rencontre, tout en la réveillant au moment optimaux, ces longs ballons de Toni Kroos. Voilà, ce contrôle qui a été imprimé sur la partie dans cette zone, ça a aussi protégé la charnière centrale. Et le dernier point qu'on peut mettre en exergue, je dirais que
c'est que cette charnière a été protégée grâce aux compensations, aux aides apportées à la fois par Ferland Mendy, qui a été vraiment efficace dans ce registre, dans la surface. On l'a vu réussir plusieurs interventions décisives. J'ai une séquence en tête, notamment sur ce jeu combiné Robertson-Diogo Jota, où il s'impose. Je crois qu'à ce moment, le Real mène 2-1, donc il y a gros danger. Il vient soulager cette charnière centrale avec un dégagement bien senti. Donc Ferland Mendy, très efficace dans ce registre. En plus, sur la couverture de la profondeur, lui aussi peut beaucoup apporter. Et puis Lucas Vazquez, alors c'est plus mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a des moments un petit peu plus douteux sur le but du 2-1 notamment, c'est lui qui est sur la couverture. Je pense qu'en première période, le moment où il écarte Sadio Mané sur un long ballon, c'est assez discutable, honnêtement. Il y a tellement un mouvement du bras, c'est pas que l'épaule, qu'un autre arbitre aurait pu être potentiellement plus sévère, donc ça, c'est pas vraiment à mettre à son actif, mais globalement, je l'ai trouvé assez bon sur Sadio Mané. J'ai trouvé qu'il l'a plutôt bien contrôlé, la plupart du temps à la régulière du coup, et que cette aide qui a été apportée sur le flanc droit, c'est peut-être pas nécessairement ce à quoi on s'attendait le plus, c'est pas le meilleur latéral droit possible d'un point de vue défensif, mais il a plutôt bien aidé Militao et Nacho. Du coup, donc, le Real Madrid qui est capable d'exploiter la fragilité adverse tout en se protégeant soi-même, tout en protégeant le plus possible son propre point de vulnérabilité. Pour moi, c'est vraiment le facteur fondamental de ce succès. Il explique en grande partie le triomphe madrilène d'hier soir. Alors maintenant, ce qu'on peut dire peut-être pour finir sur cette partie, c'est être particulièrement sévère, parce que le Real Madrid a fait un très très grand match, mais on est sévère et on va dire que le Real aurait pu faire encore mieux. Je ne sais pas si le Real s'en mordra les doigts, mais ils auraient pu faire encore mieux sur certains points, notamment les transitions offensives qui n'ont pas été assez efficaces. J'ai souvenir de deux en particulier, celle de Marco Asensio à 2 contre 1 en seconde période, c'est juste avant le but du 3-1, ça permettrait au Real de passer à 3-1, finalement ils le font sur la touche qui est consécutive à l'intervention d'Alexander Arnold, mais voilà, ce coup est pas assez bien joué parce que Alexander Arnold est juste là, il réussit pas une intervention défensive spectaculaire, c'est surtout Marco Asensio qui manque de lucidité à ce moment, peut-être qu'il aurait dû tenter un crochet ou en tout cas temporiser pour ouvrir l'espace. Pour Vinicius, il me semble que c'est à 2 contre 1, donc ça c'est plutôt mal réalisé. Et ensuite dans le temps additionnel de la seconde période, il y a un 3 contre 2 aussi, où Rodrigo manque de lucidité, ne trouve pas le décalage, plusieurs situations que le Real aurait pu exploiter pour appuyer encore plus fort là où ça fait mal et se garantir une avance encore plus confortable. Voilà, comme je l'ai dit, on est sévère parce qu'au-delà du grand match réalisé par le Real, il y a eu aussi des mouvements offensifs très tranchants sur le troisième but notamment. Je trouve qu'il illustre assez bien la qualité technique qu'a eu globalement le Real dans le dernier tiers, peut-être surtout sur du jeu de position. Ça peut être du jeu de position Toni Kroos pour Vinicius, c'est du jeu de position, c'est pas une transition, c'est juste qu'il y a beaucoup de mètres qui sont gagnés, mais sur le troisième but aussi, c'est du jeu de position vraiment très bien construit, avec des passes qui claquent, celle de Benzema qui contrôle le long de la ligne de 6 mètres pour Modric, le déplacement de Modric, là par exemple, on a vu beaucoup plus de courage, de mobilité, de percussion que ce que Liverpool a montré avec ballon dans cette zone. Voilà, c'est ce côté tranchant du Real, et juste techniquement dans le dernier tiers, ça aussi c'est à mettre dans la colonne des plus sur cette rencontre. Alors du coup la suite, maintenant on anticipe un peu, on se pose quelques questions pour la suite, d'abord pour le Real Madrid, et ici j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut faire confiance à ses yeux. En Ligue des Champions, il faut faire confiance à ce qu'on voit, et ce qu'on voit depuis quelques matchs maintenant est assez impressionnant. Contre l'Atalanta, sur la double confrontation, contre Liverpool maintenant, on est quand même sur deux équipes qui sont censées briller par leur niveau d'intensité, par leur capacité à faire grimper d'un ou deux crans le niveau d'énergie de la rencontre. Le Real Madrid a totalement éteint ses matchs et ses adversaires, donc soit ils mettent des somnifères dans le vestiaire visiteur, soit ils font vraiment des choses remarquables avec et sans ballon pour réussir à imprimer un contrôle absolu sur ces parties. Je penche plutôt pour la seconde option et je trouve ça assez notable. Quand aujourd'hui on se pose la question des favoris pour cette Ligue des Champions, pour moi évidemment le Real Madrid doit faire partie des 3 ou 4 et peut-être plus des 3 que des 4. On peut continuer à formuler des doutes sur certains points, on peut trouver certaines de leurs prestations en Liga pas très reluisantes. La réalité c'est qu'en Ligue des Champions pour l'instant sur 3 matchs, j'ai vu 3 matchs XXL du Real Madrid et on connaît leur capacité à élever leur niveau sur la scène européenne. Donc voilà, attention au Real Madrid, c'est la première chose que je dirais. Maintenant, évidemment, cette rencontre, cette double confrontation n'est pas terminée grâce à ce but à l'extérieur. Liverpool
peut réaliser l'exploit. À 3-1, il me semble que sur l'histoire du Real Madrid, sur l'histoire récente, il y a eu 6 fois 3-1 au match aller pour le Real en tour à élimination directe de Ligue des Champions, seulement 2 qualifications. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas grand-chose nécessairement, mais tout ça pour signifier que bien sûr, il reste un match retour, et on connaît aussi ce Liverpool, on connaît sa capacité à élever son niveau dans les grands matchs, peut-être un petit peu moins cette saison, peut-être que l'Anfield de 2021 est assez loin de l'Anfield de 2019 aussi. Donc voilà, toutes ces choses font que, évidemment, je penche assez largement pour une qualif du Real au second tour, mais on aura le temps de revenir là-dessus dans les jours qui viennent. Alors, pour mes tops, évidemment, Vinicius, pour son doublé, pour une fois assez efficace dans la zone de finition, pour une fois assez réaliste et toujours assez tranchant par ses déplacements, mais aussi par sa mobilité avec ballon. Il a fait souffrir une zone Liverpool qui était déjà assez peu confiante. Donc évidemment, lui en top 1. Toni Kroos, pour tout ce qu'on a dit, pour sa capacité à contrôler, mais aussi à faire des différences par son jeu long. Il est sans doute l'élément le plus séduisant de ce match, d'un point de vue visuel, esthétique. Très très gros match de Toni Kroos. On aurait pu citer ensuite pas mal de monde, honnêtement. Ferland Mendy, Casemiro, Asensio. Malgré un petit manque d'efficacité en transition, il y a quand même ce but et il y a quand même des différences qui ont été faites. Benzema, Militao, qui a été bien meilleur que prévu, mais en même temps bien protégé. Du coup, j'ai mis Zinedine Zidane pour un plan de jeu qui a fonctionné, un système qui était assez osé. Finalement, c'était le choix de la continuité, mais assez osé dans l'idée où il n'y a pas eu d'adaptation spécifique pour protéger cette charnière centrale, sauf que ça s'est joué finalement dans l'animation et dans le contrôle de l'entrejeu. Quand un milieu est aussi dominateur, généralement l'entraîneur n'y est pas pour rien. Donc voilà pour mes tops. Pour mes flops ensuite, c'est assez simple, j'ai mis Nat Phillips, Naby Keita et Diogo Jota. Franchement, j'en aurais pu en choisir d'autres, Alexander Arnold évidemment, mais j'ai voulu en mettre un par ligne pour symboliser le désarroi de Liverpool, et si on en choisit un par ligne, c'est globalement ces trois-là qui ressortent. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire de ce match, qui était finalement très riche, qui avait démarré sur un tempo assez lent, 20-25 minutes assez plates, j'étais un petit peu inquiet d'ailleurs, mais ça s'est très bien dégoupillé, on a eu pas mal d'actions, d'éléments analysés, donc c'est cool. J'espère que le match vous aura plu, et j'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Si le match est bien, c'est bien, mais si la vidéo est mieux, ou bien, si la vidéo est bien, c'est encore mieux plutôt. Je sais pas si la vidéo est mieux que le match, j'en doute, mais voilà en gros pour aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, deux petits messages sponsorisés. Le premier, puisque ce soir c'est Bayern PSG bien sûr. Si vous voulez miser sur la rencontre, vous pouvez le faire avec mon partenaire BetClick. Si vous comptiez déjà vous inscrire sur BetClick, on va dire, vous pouvez utiliser le code promo Willou, ça m'aide beaucoup. Vous le savez, donc n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Et puis la deuxième chose, c'est que si ce maillot vous plaît, donc c'est le maillot du Real Madrid 2002, c'est bien symbolisé par ce patch 1902-2002, et puis je l'aime beaucoup, j'en parle souvent. Si vous cherchez des maillots de ce type, je sais pas si vous pouvez trouver exactement celui-ci, mais d'autres maillots rétro vintage, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description. Voilà en gros pour nous, merci d'avoir regardé, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes là, si vous êtes encore là après un petit moment maintenant, c'est que décidément vous êtes très très fan, et je vous en remercie. Donc merci pour tout. On se retrouve dès demain midi pour parler de Bayern PSG. Bon match à tous ce soir, et on se dit à bientôt. Bisous.